Ok, c'est parti. A lot of people see me as an exotico leader, as an exotico goddess. That's why I'm called the Liberace of Lucha Libre. But I've been through a lot. As we say in French, merde, it means break your leg. No, we don't say break a leg. No? Lucha Libre. Say good luck. My teacher always told me, look, Saul, I don't know when the hell you're gonna learn. That you're already done. My body tells me it's time, but my ego tells me I can still go. En septembre dernier, Radio Thiel était à l'Amicale laïque du Crède Rock pour la projection du film Cassandro El Exotico, dont nous venons d'entendre un extrait de la bande-annonce. C'était l'occasion pour nous de discuter de la lucha libre avec El Demasiado, venu du Mexique pour l'occasion, et la compagnie des Arracheurs de Dents sur une invitation de l'association Superstrat. Dans cette émission, on parle de ce sport-spectacle comme un moyen d'expression, de lutte contre les discriminations. Bonne écoute! Donc nous on va se présenter, alors comme je l'ai dit du coup on est la radio des Tilleuls, donc on fait partie d'une MJC et vous pouvez d'ailleurs retrouver les podcasts sur radiotilleul.org. Donc on va vous servir d'intermédiaire pour poser les questions que ce soit à l'équipe des Arracheurs de Dents ou des Maciado. Et du coup, on remercie donc l'Amicale laïque de nous accueillir ici, ainsi que l'organisation. Et si vous voulez intervenir, il y a des micros derrière, donc on peut vous les faire passer si vous avez des questions pour le film, etc. Et du coup, on va vous laisser vous présenter, vous, du coup. Je m'appelle Aurélien, je fais partie des Arracheurs de Dents, qui est donc la compagnie en résidence avec qui... Depuis 5-6 ans, on a décidé de se mettre au catch puis à la lucha libre. Moi, c'est June. Je fais aussi partie de la compagnie des Arracheurs de Dents. J'ai rien de plus à rajouter pour l'instant. Moi, c'est Claire. Pareil, je travaille avec la compagnie des Arracheurs de Dents. Et j'en profite, vu que j'ai le micro, il y a aussi Alice et Lou. Voilà, qui sont derrière et qui font partie de la compagnie aussi et qui ont passé la semaine ici en résidence. Du coup, Demasiado est un ami qu'on a rencontré en s'entraînant à Mexico et avec qui on a commencé à s'entraîner, et puis qui lui est devenu aussi à donner des cours au fur et à mesure du temps, à donner des cours de catch. De lucha libre. On a été prendre ses cours et du coup, en rencontrant lui, sa façon de lutter et sa pédagogie, on a eu envie de le faire venir en France pour travailler avec nous. Bonsoir, moi c'est Martin, ici à Médiane, et on va poser des questions par rapport à la lucha libre. Pourquoi et comment t'as commencé la lucha libre? Qu'est-ce que ça permet pour le théâtre? Enfin, du coup pour vous, pour le théâtre. Hola, no hablo francés. Bonjour. Je ne parle pas français. Yo soy el Demasiado, soy luchador exótico. Je suis Demasiado, le luchador exótico. Y saben... En français, le luchador, lutteur, sí, on traduit luchador. Par lutteur, exotique. Mi inicio en la lucha libre fue un poco diferente al de todos los demás. En México, la lucha libre es cultura. Au Mexique, la lucha libre est une culture. Pero mi inicio fue diferente porque todos mis compañeros venían de haber escuchado o haber visto lucha libre, sabían quiénes eran los luchadores. Y en mi caso, yo me convertí en luchador, pero... Ayúdame. Pour moi, mon parcours, c'était un peu différent. Pourquoi et comment vous avez commencé la lucha libre? Et connaissait déjà tous les lutteurs, un peu tout l'entourage qu'il y a autour de la lucha libre. Et moi, j'ai commencé de zéro. J'ai apparu. Voilà. Ok. Mis compañeros, todos comienzan desde niños. Mes amis commencent tous tout petits. Ajá, los luchadores todos comienzan desde niños.
Yo comencé siendo un adulto de 19 años. Moi, j'étais déjà un adulte de 19 ans. Pero comencé porque a mí me gustaba uno de mis compañeros. Mais moi, j'ai commencé parce que j'étais amoureux d'un copain. Al principio yo iba a entrenar lucha por verlo a él. Au départ, j'allais m'entraîner à la lutte pour le voir lui. Pero me golpearon tanto por ser gay para que me saliera de la lucha libre. Mais on m'a tellement frappé pour que je sorte en fait de cette activité de lutte libre, de lucha libre. Pero después ya no regresaba por ver a mi compañero. Después yo regresaba por demostrarles que ser un gay no me impedía estar en la lucha libre. Après, ça m'a pas empêché de... J'ai retourné pas pour voir mon copain ou la personne que j'aimais. Sinon, je retournais pour me battre, pour montrer que même si je suis gay, je peux me défendre, je peux me battre. Y hoy en día son 13 años de ser luchador nacional y ahora luchador internacional. Maintenant, ça fait 13 ans que je suis lutteur national et 13 ans aussi international. En mi caso es por lo que inicié a ser luchador. Con el tiempo le agarré el amor a la lucha libre. La lucha libre me enamoró. Au départ, c'est comme ça que j'ai commencé la lucha libre, mais peu à peu, la lucha libre m'a aimé et j'ai aimé la lucha libre. Je suis tombé amoureux de la lucha libre même. Et du coup, vous, la compagnie, comment vous avez commencé la lucha libre? En gros, clairement, on a commencé en même temps sur un stage qu'il y avait à Pont-Tempéra, pas très loin d'ici. Et en gros, je pense que le tout début, c'est que Claire avait en tête un spectacle pour les arracheurs de dents autour de la notion de héros populaire, la fonction sociale du héros, et puis des rapports de culture dominante, culture dominée, et puis les rapports de force et de violence qui s'exercent. Et du coup, il y a eu ce stage qui est apparu, et là, ça nous paraissait super d'essayer... Enfin, plutôt, si je suis franc, je dirais que ça paraissait super à Claire d'essayer. Et moi, en l'occurrence, j'avais pas du tout... ce que j'imaginais, je me disais, on va se retrouver... J'avais beaucoup d'images, je connaissais pas du tout le catch, quoi, très très peu. Et j'avais beaucoup d'images de trucs... un peu viril où on va se taper, il va falloir démontrer sa force et tout ça. J'avais pas trop envie de ça. Moi, je lui disais, moi, c'est des souvenirs de l'internat ou des trucs comme ça. J'en suis sorti, j'en suis très content. Mais Claire a une force de persuasion incroyable et elle a réussi à m'emmener dans ce stage. Et là, en fait, en gros, en 5 jours, moi, j'ai vraiment tout de suite adoré le rapport spectaculaire à la lucha libre et aussi quelque chose qui m'autorisait finalement à jouer des trucs que jamais j'aurais le droit de jouer dans le théâtre conventionnel, dans le théâtre que je pouvais faire. Il y a une notion du bon goût et du mauvais goût qui bouge complètement. On est autorisé à faire des tas de trucs. J'ai l'impression des fois que toutes les idées sont bonnes et voilà, à partir de ce moment-là, en fait, l'aspect théâtral du catch m'a emballé sur les 5 jours et après, j'ai continué. Du coup, la lucha libre, est-ce que c'est un sport, c'est un spectacle? Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Pour les deux. Hein. En México y tal vez en el mundo, la lucha libre es considerada el deporte espectáculo. Au Mexique et dans le monde entier, la lucha libre est considérée comme un sport spectaculaire. Exactamente, porque tenemos las dos cosas.
Somos un espectáculo visual y somos un espectáculo deportivo porque nos preparamos físicamente. Parce que ce sont les deux choses, un spectacle visuel et un spectacle sportif, parce que nous nous préparons. Es las dos cosas. C'est quoi être exotico? Ser exótico en la lucha libre es ser un hombre con rasgos femeninos, con características femeninas. Être exotique dans la lucha libre, c'est être un homme avec des caractéristiques féminines. Puedes maquillarte como una mujer o puedes solamente tener como esto. Tu peux te maquiller comme une femme ou tu peux seulement être comme ça. C'est quoi les évolutions de la lucha libre et des luchadores exóticos? En tiempos pasados, tú no podías decir que eras abiertamente gay, era prohibido. Avant, dans le temps passé, on ne pouvait pas dire ouvertement qu'on était gay, c'était interdit. Podías darlo a entender con tu forma de actuar o de caminar, pero no podías decirlo. Tu pouvais le montrer par ta façon d'être ou de marcher, mais tu ne pouvais pas le dire. En los 90s llegó Cassandro, My Flowers, Pimpinela, son luchadores exóticos que ya se vestían como mujeres. Dans les années 90, des luchadores comme El Cassandro, Pimpinela, My Flower étaient des luchadores ellos ya se vestían como mujeres. Qui s'habillaient déjà comme des femmes. Y el luchador exótico evolucionó a lo que ven en pantalla. Bueno, a lo que vieron en Cassandro el exótico. Pero hoy en día... Perdona, ¿puedes repetir? Pero hoy en día... Sí, antes que no había... solamente que el luchador exótico es como lo que vimos en Cassandro. Voilà, le luchador exótico, c'est comme ce qu'on a vu dans le film de Cassandro. Pero evolucionamos nuevamente. Mais on a fait évoluer d'une autre manière, enfin d'une nouvelle façon. Y ahora puedes ver gays luchando, transexuales luchando, travestis luchando. On peut voir des travestis, des transsexuels, des gays lutter. Que ya no somos vistos como algo malo, sino ahora somos ídolos de la lucha libre. On n'est plus vu comme quelque chose de mauvais, mais comme des idoles de la lucha libre. Antes el luchador exótico era para que el público se riera, nada más para que el público se mofara de nosotros. Avant, c'était pour faire rire, en fait, pour se moquer. Voilà, l'exotico, c'était fait pour se moquer. Pero ya no, hoy nos podemos poner al tú por tú, face to face con cualquier luchador. Mais plus maintenant, on peut lutter avec n'importe quel luchador maintenant. La plupart, nous, dans le monde en général, pour les jeunes surtout, on connaît le catch. Enfin, surtout, je pense, WWE. Et donc, c'est quoi la différence entre la lutte ou le catch? La técnica del luchador y del catch es muy similar. Somos deportes casi iguales. La technique entre le catch et la lutte, les techniques sont très similaires. Pero nosotros en México, la lucha libre, tenemos como este misticismo de dar tal vez un superhéroe. Mais au Mexique, il y a cette, ce côté mystique du côté, du super-héros du luchador. Tenemos más fantasía, tratamos de ser algo más allá de un simple deportista. On a plus de fantaisie, on essaye d'être quelque chose de plus qu'un simple sportif. Y muchos luchadores del mundo, muchos wrestlers del catch, van a México a prepararse como luchadores. Tal es el caso de ellos que fueron a México a prepararse. Beaucoup de luchadores vont se préparer, vont s'entraîner au Mexique. Beaucoup de catcheurs, oui.
pero tiene mucho que ver con que en México hacemos mucho más, no sé cómo le digan aquí, vueltas en el aire y eso. Ça a beaucoup à voir. Enfin, au Mexique, on fait beaucoup de tours en l'air, enfin comment on dit, cabrioles, de roulades dans les airs. Voilà. Eso es como lo espectacular de México. Voilà, c'est le côté spectaculaire du Mexique. D'accord, ok. Maintenant, pour vous. En gros, c'est ça, ouais. Moi, par rapport au catch et à la lucha libre, j'ai l'impression que moi, j'avais pas forcément une grosse culture. J'ai plutôt découvert du côté catch américain parce que c'est ce qu'on connaît le mieux en France. Et puis, en fait, en gros, je dirais à peu près ce que dit Demasiado, c'est que quand j'ai vu pour la première fois de la lucha libre, en gros, déjà, j'ai été conquis par le rythme des matchs, la ferveur en fait, à la fois des luchadors et du public. Et puis en fait, oui, il y a tout l'aspect où ils volent beaucoup plus, cet aspect le fait de porter des masques et d'avoir quelque chose de, effectivement, presque du super-héros ou du demi-dieu, ça m'amenait à je sais pas, rêver un peu plus que juste des fois les images du catch américain. Je trouve que c'est un peu ancré dans des je sais pas comment dire, mais des problématiques un peu simples. Et là, d'un seul coup, ça devient plus fou, plus grand, quoi. Voilà. Incroyable. Et donc, ce sera plus une question personnelle. Est-ce que vous, c'est pour vous ça, vous en faites toujours du coup la lucha? Ouais, on en fait toujours, de plus en plus même, on pourrait dire. En gros, on s'y était mis pour un spectacle au départ. Ce spectacle est écrit, on le joue. Mais là, avec Claire, on réécrit un nouveau spectacle dans lequel il va y avoir à nouveau quelque chose qui sera plus de l'ordre de la lucha libre. Et puis avec June, Lou et Alice et d'autres, en fait, on a des moments où on se rejoint pendant une semaine pour essayer de monter un gala, quoi. Et, on le fait parce que finalement, on a l'occasion de le montrer à la fin de la semaine et du coup, ça devient de plus en plus important, quoi, dans nos vies. Et puis c'est quelque chose qu'on a envie de continuer aussi, parce que la technique nous intéresse, parce que c'est super de continuer à s'entraîner, parce que vraiment le travail physique est hyper intéressant, et aussi parce que ça nous permet de défendre d'une façon différente. Nous, c'est toujours hyper intéressant de travailler avec des textes et des écritures de spectacle. Mais là aussi, sur des écritures, des fois, de juste pur catch, on peut défendre, on peut chercher des façons de défendre des choses qui nous touchent d'une façon différente, avec une place vraiment hyper présente pour le public, du coup. Faire passer des messages, si j'ai bien compris, c'est ça, en fait, votre idée, c'est de faire passer des messages et de vous montrer, vous-même, ou ce que vous voulez vraiment montrer. Je sais pas si on en est à faire passer des messages, parce que je sais pas si on est très fort dans la compagnie pour faire passer des messages. À la limite, on est peut-être fort pour se poser des questions, ou je sais pas, en tout cas c'est ça qu'on fait, ça c'est sûr. Et du coup, c'est des questions qu'on a envie de poser et de partager, quoi, parce que nous, ça nous trotte dans la tête, donc on se dit, ça se trouve, on n'est pas tout seul. Et après, ouais, c'est de défendre, en tout cas, donner à voir des corps, par exemple, ou des personnalités, ou des personnages qu'on crée qui vont lutter, donner à les faire perdre ou les faire gagner selon qui on met en jeu, les faire monter ou descendre, quoi, selon ce qu'on a envie de faire briller ou de défoncer, quoi. Et ça, c'est un défouloir pour tout le monde, c'est le principe du catch aussi, mais c'est un défouloir aussi pour nous en tant que catcheuses et catcheurs. Du coup, moi j'ai une nouvelle question du coup pour Demasiado. Tout à l'heure, on parlait donc de l'évolution de la lucha libre,
Mais donc, est-ce que maintenant vous pensez qu'il y a encore des problèmes, que ce soit des problèmes de discrimination envers votre sport, envers ce que vous faites, ou vous pensez que ça a vraiment évolué et que on a dépassé quelque chose par rapport à avant? La lucha libre evolucionó, hay un cambio, pero no es un cambio solo de la lucha libre. La lucha libre a évolué, il y a eu un changement, mais c'est pas seulement un changement de la lucha libre. Sino es un cambio social. C'est un changement social. Este cambio social nos benefició como luchadores. Et ce changement social, on en a bénéficié en tant que luchadores. Pero creo que es un cambio que es como cíclico. Va cumpliendo ciclos, cumple un ciclo, vuelve a empezar otro ciclo y así creo que estamos viviendo un muy buen momento. Mais ce changement se fait par cycle en fait, avec on est dans un cycle et pour le moment on est dans un très bon moment, on est dans un très bon moment. Pero para nosotros, los mexicanos que crecimos en un ambiente machista. Mais nous les Mexicains qui avons grandi dans une ambiance machiste. Fue dar así un paso pero gigante en cuestión de derechos de nosotros. Hemos hecho un paso, on a fait un très grand pas géant quoi, dans ce qui concerne nos droits. Es que más allá de deporte, yo lo veo en mi caso por haber sufrido discriminación. Au-delà du sport, je le vois, en ce qui me concerne, pour avoir souffert de discrimination. Lo veo como un avance, entonces creo que la evolución ha sido deportiva, pero también social. Je le vois comme une grande avancée. L'évolution a été du côté du sport, mais aussi sociale. Moi, je voulais vous poser du coup la question à vous de si du coup vous en faites toujours de la lucha et si vous continuez et si oui, c'est quoi vos projets dans l'avenir? Continuo. Ahora, aparte de ser luchador, doy clases. En plus d'être luchador, je le traduis comme luchador. C'est difficile, ouais. En plus, je donne des cours. Y tengo muchos planes. Tengo una pequeña empresa. J'ai plein de projets. J'ai une petite entreprise. Donde tal vez formar luchadores con valores. Où je vais essayer de former, j'essaye de former des luchadores avec des valeurs. Como vieron en el video de Casandro, los luchadores mexicanos o de todo el mundo es un mundo de drogas y alcohol. Comme vous avez vu dans le film de Casandro, le monde des luchadores, c'est un monde d'alcool et de drogue. No todos, también hay luchadores que no toman ni se drogan, pero creo que nos toca a las generaciones de ahora formar a las que vienen. Pas tous, il y a aussi des luchadores qui prennent pas de drogue et d'alcool, mais voilà, cette nouvelle génération défend de nouvelles valeurs. Sí, es responsabilidad de nuestra generación darle valores a los siguientes luchadores. C'est la responsabilité de notre génération de transmettre des valeurs aux générations suivantes. Moi, j'ai une question pour Dema. Est-ce que il y a un match ou un moment qui vous a marqué dans la lucha libre? Es que hay dos matches que me marcaron en la lucha libre. Uno. Il y a eu deux matchs qui m'ont marqué dans la lucha libre. El primero fue llegar a luchar en la Arena Coliseo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Le premier, ça a été d'arriver à lutter dans le Coliseo. L'arène Coliseo, qui à donde está? En la Ciudad de México. Au Mexique, dans la ville de Mexico. Una de las arenas más importantes. Qui est l'arène qui sont les arènes les plus importantes.
que todos los luchadores internacionales quieren llegar a luchar ahí. Voilà, tous les luchadores internationaux veulent aller lutter là-bas. Eso es un momento importante para mí como luchador. Ça a été un moment important pour moi comme luchador, en tant que luchador. Pero mucho tiempo yo pensé que mi papá no me quería. Pendant très longtemps, j'ai pensé que mon père ne m'aimait pas, que mon papa ne m'aimait pas. Entonces, mi papá me fue a ver a una lucha. Et mon père est venu me voir pendant une lutte. Y desde entonces mi papá agarra su celular y a todo mundo le dice, él es mi hijo, él es mi hijo. Y después de pensar mucho tiempo que tal vez no me quería, mi visión cambió. Et depuis, et mon père, s'est mis à dire à tout le monde, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Et à ce moment-là, ma vision aussi changea sur mon père. Y son momentos que me marcan y que yo creo que hasta cuando esté viejo y ya no tenga a mis papás, es un momento que va a quedar grabado en mi memoria. Ce sont des moments qui m'ont marqué et jusqu'à pendant très longtemps, ça restera gravé dans ma mémoire. Du coup, juste je vous rappelle que si vous voulez vous poser des questions à n'importe qui, l'équipe des Machiados ou bien nous, il y a des micros derrière, donc voilà, si vous avez envie. Vu le film et l'état de Jules, je voulais savoir pour toi combien tu avais de fractures, de blessures. Parce que moi, ça m'a pas du tout envie de faire de la lucha libre. Et je voudrais bien demander aux deux comédiens qui étaient, aux deux artistes qui étaient en résidence, combien également de fractures, de blessures vous avez eues depuis que vous avez attaqué la lucha libre. Ok. Primera. Mi brazo se partió, no sé cómo le conozcan acá, nosotros decimos el húmero. Mon bras a été cassé au niveau de l'humérus. Dos. Deuxièmement. Este ojo es más chico que este ojo. Cet œil est plus petit que l'autre. Porque de una patada, este ojo se me fue para adentro. Parce que suite à un coup, cet œil est rentré à l'intérieur. Los huesos que están alrededor del ojo se fracturaron. Voilà, les os qui sont autour de l'œil se sont fracturés. Entonces tengo placas alrededor de mi ojo. Ils ont dû le sortir, l'arranger, me mettre des plaques. Tuvieron que sacar, acomodar, meter placas. Se me despegó la nalga de la pierna, el músculo. Le muscle de la jambe s'est décollé. Enfin, oui, c'est décollé. Si quieren saber cómo truena un músculo, el músculo es como si rompieran un palo de escoba. Voilà, un muscle se casse comme s'il se cassait un manche de balai. Un manche à balai, ça se casse comme un manche à balai. Como si rompieran madera, así truena un músculo. Comme un bout de bois, quoi. Le bruit que ça fait, voilà, c'est comme un manche à balai qui se casse. Mis tobillos ya no funcionan muy bien. Les chevilles fonctionnent plus très bien. Subo las escaleras de lado. je monte les escaliers sur le côté. Y pues, no sé, cicatrices tengo muchas. En una ocasión nos cambiaron las cuerdas por alambre de púas, no sé cómo le digan. J'ai beaucoup de fractures aux mains et de cicatrices aux mains. Les tendons, les cordes du ring. Comment tu appelles les fils de fer avec des points comme ça? Ah, ils ont mis des barbelés à la place des fils de ring. Oh, quelle horreur. Ajá. Y son pequeñas cicatrices de navajas que me han enterrado en la frente. Alors, c'est des petites cicatrices de coups de couteau. On m'a opéré du front. Y solamente. C'est que ça. Pero para mí son trofeos. Este dedo de acá, duré un año sin moverlo, se quedó así.
un año que poco a poco fue levantándose poco a poco hasta que pude moverlo nuevamente. Ouais, au départ, j'ai eu à un moment donné le doigt tordu comme ça, jusqu'à ce que peu à peu je puisse le déplier. Y nada más. Et voilà, et rien. Nada. Non, on s'est pas fait grand-chose, mais c'est vrai qu'on assure pas mal aussi quand même. Bon bah non, on peut pas tester, il y en a moins. On n'a pas commencé la collection de photos, mais on pourrait faire une petite collecte de photos de bleu cosmique, parce qu'on a des petits trophées à notre niveau sur les cuisses, les fesses et les épaules à peu près, tout le temps, à chaque fois qu'on s'y remet. Mais sinon non, en vrai, nous, on n'a pas le même niveau de lutte non plus, du coup. Et après, c'est vrai qu'en fait, c'est vrai que ce film montre vraiment ça, un côté. On voit le côté physiquement un peu hardcore du catch et effectivement, moi, je suis d'accord avec ce que June dit aussi que par exemple les premiers temps d'apprentissage, c'est pas que du bonheur, hein, c'est sûr, on peut pas dire. Il y a quand même eu des moments cultes justement à Pont-Tempéra où on repérait toutes les personnes qui prenaient le stage de catch parce que tout le monde descendait tout en marche arrière parce que c'était juste impossible de bouger. Mais une fois passé ce moment, là c'est ce qu'on voyait aussi dans les entraînements où tout le monde chute comme ça à répétition. À partir du moment où certains réflexes sont pris dans le corps, ça paraît con à dire, mais il y a vraiment un côté agréable et jouissif à pouvoir s'exploser brutalement par terre de façon impressionnante, sans douleur. Ça devient presque agréable des fois en vrai. Et de pouvoir vraiment sentir, il y a quand même une écoute de l'autre. Enfin, moi je trouve que de l'autre côté de toutes ces fractures, il y a une écoute de l'autre qui est hyper précieuse, que j'ai même et ce qui nous a amené aussi au catch par rapport au théâtre, c'est que moi j'ai jamais trouvé une écoute aussi forte sur un plateau que quand il y a le corps de l'autre en jeu, et que du coup ça nous amène aussi quand même à des moments assez jouissifs physiquement, je trouve. Et aussi sur ce truc où normalement en fait c'est en débutant qu'on se fait mal. En fait, je pense qu'il y a aussi un truc qui est qu'au fur et à mesure, on prend de plus en plus confiance et on a de plus en plus de joie à faire ce qu'on fait. Et du coup, on prend de plus en plus de risques. Il y a toujours un peu ce truc-là qui se joue. Enfin, là, par exemple, June, elle s'est blessée le pied sur un truc qu'on n'avait jamais fait. Mais on était très contents de tester. On profitait de la présence de Dema et bon, on se lance. Et voilà, quoi, c'est aussi parce qu'on a de plus en plus de joie à tenter les choses qu'à un moment donné, on se fait un peu mal. Et il y a toujours cette règle qui est, quand on a commencé le premier stage, le catcheur qui donnait le stage nous a dit, en fait, en gros, pendant la semaine, il va falloir apprendre à le moment où vous dites j'ai mal, il va falloir apprendre à dire je sens mon corps. Voilà, il faut juste bouger un peu le curseur. Et la vie de catcheur ou de luchador ou de luchadora, c'est là-dessus que ça joue, quoi, un peu, j'ai l'impression. Bouger le curseur de j'ai mal ou je sens mon corps, quoi. Alors voilà, on peut arriver au stade où je sens tellement plus mon corps que je sens plus mon œil, quoi. Oui, alors du coup, ma question est en train de changer, mais en fait, je me demandais à quel point c'est une erreur quand il y a un accident. Et en fait, ça amène à une question qui est peut-être complètement idiote pour les personnes qui connaissent le catch. Mais est-ce que ça veut dire que l'issue du match, elle n'est pas connue avant qu'il commence, puisque je pense que je fais partie des personnes qui ont cette très mauvaise image que l'issue du match est décidée avant, donc ça veut dire que non, mais du coup, oui, voilà, oui, c'est un peu mélangé là, mes questions, je ne sais pas si c'est assez clair. Il y a des règles, en fait, il y a des règles assez précises qui viennent pas mal aussi de la lutte olympique, quoi, de la lutte gréco-romaine un peu, où du coup, en fait, tu dois plaquer les deux épaules de ton adversaire au sol pendant 3 secondes. C'est pour ça que souvent, tu vois un arbitre qui se jette au sol et qui tape 3 fois. S'il tape 2 fois, ça marche pas. S'il tape 3 fois, la personne qui a plaqué l'autre a gagné. Du coup, ça, c'est une des règles de base. Et puis après, tu peux aussi gagner par rendition. Ça se dit, ça ? Rendition, ça se dit pas du tout, ouais. Hein ? Abandon, voilà. Où tu peux...
Tu peux, avec des prises plutôt de soumission, où du coup tu vas aller sur des clés de bras ou des positions plutôt inconfortables hein, pour la personne que tu cherches à travailler, où du coup la personne peut se rendre, elle peut perdre en se rendant. Et puis après, tu as des abandons, si tu sors plus de 10 secondes du ring par exemple, tu perds. Voilà, ça c'est à peu près les règles de base quoi. Mais du coup en fait c'est au catch ou dans la lucha c'est pareil, ça finit pas par KO quoi. Ça fait pas partie, sauf s'il y a un problème, normalement ça finit pas par KO. Oui, je pense ma question c'est ça, merci, c'est la chorégraphie. À quel point le match a été chorégraphié à l'avance ou non? Merci. Existen dos posibilidades. Un match sin límite de tiempo. Il y a deux possibilités, soit un match sans limite de temps. Y un match con límite de tiempo donde tienes que ganar o empatar. Et un match avec une limite de temps où tu dois gagner ou perdre. Pareil. Ah, ou égaliser. Oui. Égaliser, empatar. Lo que pasa es que en la lucha libre, para nosotros es un trabajo y es un espectáculo. Ce qui se passe, c'est qu'avec la lucha libre, pour nous, c'est un travail et c'est un spectacle. Entonces tenemos prohibido lastimar y fracturar a alguien. Alors, c'est interdit pour nous de faire mal, de casser quelqu'un, de fracturer quelqu'un. Comprendemos que nuestros compañeros tienen una familia, pueden tener hijos o esposa. On comprend que nos adversaires peuvent avoir une famille, des enfants. Entonces, cuando pasa algo más allá de eso, es un accidente, porque nosotros realmente, aunque nos odiemos arriba del ring, Enfin, quand il se passe, quand quelqu'un se fait mal, c'est un accident, quoi. Même si on se déteste en dehors du ring, sur le ring. Aunque nos odiamos, no podemos lastimarlo, no podemos dejarlo con una lesión que le dure para toda la vida, pero hay accidentes. Mais voilà, même si on le déteste sur le ring, on peut pas le blesser au point qu'il ait une lésion à vie, quoi. Y puede que haya una coreografía solamente para un evento muy, muy importante. Il se peut qu'il y ait une chorégraphie, mais seulement pour des événements très, très importants. Eso es para eventos de televisión donde se necesita tener un espectáculo muy preciso. Par exemple, pour la télévision, où il est nécessaire qu'il y ait un spectacle très précis. Porque en la televisión sí es por límite de tiempo. Voilà, parce qu'à la télévision, il y a une limite de temps. Je voulais savoir s'il y avait beaucoup de femmes qui luttaient du coup au Mexique, mais aussi en France. Okay. En México, sí. Es herencia. Los papás heredan a los hijos y pues los hijos pueden ser hombres o pueden ser mujeres, pero sí, en México la lucha libre es una herencia que va de generación en generación. Les pères transmettent à leurs enfants, et ça peut être des garçons ou des filles. Et si c'est des filles, ils transmettent aussi aux filles. Y hay una dinastía de un señor que luchaba como el pirata, no, el acorazado moreno. Il y a eu une dynastie qui ont lutté. Les cuirassés. El papá se llamaba el acorazado moreno. Le cuirassé. La cuirasse, le cuirassé brun. Y él tuvo 5 hijas y las 5 son luchadoras. Voilà, il a eu 5 filles et les 5 filles sont devenues lutteuses. Entonces es por herencia, pero en México es muy común ver muchas luchadoras. C'est habituel de voir des femmes qui luttent au Mexique. Et pour la France, déjà il y a quand même moins de catch que forcément au Mexique. Hein, c'est quand même, il y a eu les années d'or du catch en France et tout ça, mais là c'est même s'il y a des fédés qui font des galas ou des shows où qui se passent des choses, ça a moins d'ampleur. Du coup, moins d'ampleur, ça veut dire moins de gens, et du coup, je pense que ça se répercute. Allez, je pense que si, il y a quand même plus de catcheuses qu'avant, mais que dans les années 50, par exemple, je pense que là, c'était hyper rare de voir des femmes. Les années... En Europe, de toute façon, l'arrivée, je pense, des femmes dans le catch, ça a été vers 60, 70.
entre l'Angleterre, la France, ça c'est sûr, et l'Espagne et l'Allemagne, je sais moins. Et du coup, maintenant, ouais, on en voit quelques-unes, quoi, mais ça reste vraiment hyper minoritaire, quoi. Moi, c'est vraiment dans les questions, là, les derniers matchs qu'on est allé voir, par exemple, il n'y avait aucun match féminin. Souvent, les soirées, c'est aller 5-6 matchs à la suite. Et là, par exemple, dans les 2 derniers qu'on a vus, il n'y avait aucune femme. Et sur les affiches, si tu vois un match de femmes pour 4 ou 5 matchs d'hommes, c'est le max. Et il y a quand même un truc qui m'a surpris, je pense, dans les premières fois où on allait s'entraîner plutôt dans le nord, et même après, où c'est quand même, en fait, il y avait quand même des filles et des femmes qui venaient s'entraîner avec nous, ou qu'on allait s'entraîner plutôt avec les gens qui venaient, parce que c'est nous qui venions de l'extérieur plutôt, mais qu'en tout cas, il y avait ce truc de, à partir du moment où tu viens sur le ring pour t'entraîner, c'était assez bienvenu, et il n'y avait pas du tout de remarques ou quoi, c'est juste... Si t'es là, et tu vas en chier, mais t'en chies comme tout le monde, quoi. Ça, c'était hyper appréciable, effectivement. À partir du moment où t'es sur le ring, il n'y a pas la question de ça, quoi. Ça donne même vraiment des trucs comiques. Moi, je me suis retrouvée avec du coup un catcheur. C'est le même niveau de violence pour tout le monde, ça c'est cadeau, quoi. Et à la limite, si les différences, il y avait un moment et j'étais avec un catcheur du Nord et où par exemple il était gêné quand même de me gifler parce que j'étais une femme. Du coup il a dit non, quand même t'es une femme, c'est gênant, je vais plutôt te mettre un gros coup de pied dans le bide par exemple, comme ça c'est plus cool. Et sur l'entraînement effectivement c'est vraiment présent ça, ouais. Justement, en parlant de violence, moi j'avais une question. Quelle idée de remplacer les cordes de ring par du barbelé? No, en México hay muchas modalidades. Il y a beaucoup de modalités au Mexique. Entonces hay una modalidad que se llama lucha extrema. Ah voilà. Alors il y a une modalité de lucha qui s'appelle lucha extrême. Donde está permitido, no sé cómo le llaman aquí, tenedores. Où sont permis les fourchettes. Las lámparas que son como largas. Des néons. Ajá. Es como eso, y hay modalidades donde la lucha libre es el último hombre que quede en pie. Il y a aussi des modalités de lutte, c'est le dernier qui reste debout, le dernier homme qui reste debout. O sea, el que se desmaye primero. Voilà, celui qui s'épuise en premier, quoi. Sí, sin límite de tiempo. Sin limitation de tiempo, sans limite de temps, du coup. Du coup, moi, j'ai une question. La lucha extrema, on pourrait comparer ça à un match à mort, sauf que là, il n'y a pas de mort. Ah, ya. Un deathmatch. Ah, es lo mismo. C'est la même chose. Deathmatch es mucha violencia. Un deathmatch, c'est beaucoup de violence. Solamente que en México se le llama lucha extrema. Es solamente cambiar nombres. Et au Mexique, ça s'appelle la lucha extrême. Voilà, c'est juste le nom qui change. On a une question ici. Oui, bonsoir. J'aimerais qu'on parle un peu des masques. J'aimerais comprendre cette symbolique autour des masques. Pourquoi les masques? On voit dans le film que Cassandro, lui, n'est pas masqué. Donc, c'est pas une obligation d'avoir le masque en lucha libre. Ça vient d'où ce masque? Et puis, comment on choisit son masque? Pourquoi on a un masque blanc? Pourquoi on a un masque rouge? Pourquoi vert? Est-ce qu'il y a des raisons à ça? Ou c'est purement esthétique? Bueno, la historia que como luchadores tenemos. L'histoire qu'on a en tant que luchador. Es que antes el luchador practicaba lucha a escondidas de su familia. Avant, les luchadores pratiquaient en cachette de leur famille. En el caso hasta de las mujeres, ellas todavía se tenían que enmascarar todas. No había mujeres sin máscara en México. Toutes les femmes devaient notamment se masquer. Il n'y avait pas de femmes sans masque au Mexique. Porque es un deporte de hombres y no podían, su familia tenía que desconocer que ellas entrenaban lucha. Parce que c'était un sport d'hommes et que leur famille ne devait pas savoir que ces filles, que ces femmes luttaient. Con el tiempo, la máscara se convirtió en una tradición más que en querer ocultarte. Avec le temps, c'est devenu une tradition plutôt qu'un masque visant à se cacher. C'est devenu une tradition. Los exóticos, no todos, hay enmascarados, pero
regularmente no traemos máscara. Il y a quelques-unes qui sont masquées, mais la plupart des exotiques ne sont pas masquées. Pero en sí, ahora, hoy en este tiempo, la máscara es una tradición, pero es el tesoro más valioso del luchador. Voilà, maintenant c'est une tradition, mais c'est le trésor le plus le plus précieux d'un lutteur. Y las luchas de máscara contra máscara son las luchas más importantes para nosotros. Et les luttes où il y a masques contre, enfin lutteurs qui ont des masques contre lutteurs qui ont des masques sont les plus importantes pour nous. Muchísimo más importante que un campeonato. Bien plus important qu'un championnat. Y muchísimo más importante que otro tipo de lucha. Ou que n'importe quel autre type de lucha, de combat. Je précise juste le truc de mascara contra mascara, c'est le truc de c'est masque contre masque, mais c'est celui qui perd son masque. C'est à ce détail-là, c'est ce dont il parlait Cassandro, où lui il a pas de masque, donc il a perdu sa chevelure, mais sinon quand t'es masque contre masque, à la fin vraiment tu perds ton masque, ça veut dire que c'est ça, d'habitude ton identité est cachée, tu pourras plus jamais l'utiliser et tout le public va connaître ton visage, quoi. C'est qu'en fait il y a à la place des masques contre masques, il y a des matchs chevelure contre chevelure. Ah oui. Et du coup, le perdant ou la perdante va se faire raser la tête. Et ça se passe dès que la personne a perdu, elle est encore sur le ring et on lui rase la tête sur le ring devant tout le monde. Nosotros los luchadores tratamos de canalizar la violencia en un deporte. Tratamos de que esa violencia que se pueda vivir socialmente sea canalizada en un ring por una persona que está aceptando, es que no es aceptando, sino que tú estás queriendo hacer un deporte donde tu físico sabes que está en riesgo, pero que no le estás haciendo daño a nadie externo. Nuestra violencia no es para lastimar a la gente. Nuestra violencia es para decirle a la gente, no lo hagan en la calle, por favor, no queremos más peleas en la calle, mejor saquen toda esa adrenalina con nosotros, mejor ustedes vengan a vernos y grítenos y saquen esa adrenalina, somos un espectáculo para que nos vean, pero también nosotros sacamos esa violencia que podríamos tener en la calle y que la tenemos mejor en un deporte. En fait, nous les luchadors, je dis nous comme si c'est lui qui parle, hein, c'est pas vrai. Nous les luchadors, on essaye de canaliser justement exactement cette violence-là. On essaye de canaliser la violence en nous et la violence sociale. Et du coup, on essaye, justement, c'est pas une violence qu'on va renvoyer partout. On essaye de la mettre, on la met sur le ring avec des personnes qui ont décidé de pratiquer ça, qui s'entraînent comme un sport pour pratiquer ça. Et du coup, on choisit entre nous de la pratiquer entre nous. Et du coup, c'est notre moyen à nous de pas aller la mettre dans la rue. C'est notre moyen à nous de faire, d'avoir des zones exutoires, des zones tampons, c'est pas le mot qu'il a dit, mais bon, c'est pour sortir ça. Quand on voit aussi de la violence dans la rue, des fois, on a aussi envie justement de dire, mais pas cette violence-là à cet endroit-là. Viens la mettre sur le ring, viens t'entraîner ou viens dans le public pour nous hurler dessus si t'as envie. Pour sortir cette violence-là que t'as, en fait, c'est ça qu'on cherche. C'est vraiment des endroits où on peut sortir ça et où du coup ça va être choisi et ouais, ça va être choisi et consenti entre nous en fait. Nosotros no promovemos violencia, nosotros promovemos deporte. Nosotros siempre decimos no lo hagas si no lo practicas. Nosotros lo hacemos por decisión propia, nadie nos obliga. Entonces, no lastimamos a nadie, no golpeamos a nadie de manera premeditada porque sí, o sea, no voy a agarrar a él que no es luchador y le voy a pegar, no, esa violencia no. Es como lo digo, para mí es como esa violencia canalizada y volverla deporte, y volverlo un deporte que genera salir de muchas cosas que podrían hacernos mal, o sea, tanto como tal vez sí haya drogas y alcohol en algunas partes, pero la lucha libre también ha sacado a mucha gente de esos malos vicios y los ha vuelto personas de bien, porque ahora ya no están en las calles, por lo menos en México,
en las calles son gente que tiene una mala vida y gracias a la lucha libre lograron canalizar toda esa violencia de las calles à un deporte y han cambiado su vida y hoy son personas que aportan algo a la sociedad. On fait pas ça n'importe comment, on n'arrête pas de le dire justement aux gens de pas faire ça entre eux, de pas aller faire ça sans s'entraîner parce que à chaque fois on rappelle que ça nécessite un entraînement justement pour pas se blesser. Et que cet entraînement est nécessaire pour pouvoir pratiquer. On fait ça encore une fois entre nous. Il disait je vais pas me retourner et commencer à me battre avec lui qui est pas luchador. Ce type de violence là, ça n'a juste pas lieu. Et alors que tout à l'heure il disait qu'aussi il y a quand même pas mal de drogue et d'alcool dans ce milieu. Aussi, il y a le versant contraire qui est que ça a sorti des gens qui pouvaient être plutôt dans la rue, plutôt dans ces milieux-là. Ça a permis, au moins au Mexique en tout cas, il dit il dit ça aussi parce qu'il y a une violence forte présente dans la rue. Lui, il vit dans la ville de Mexico. Et ça a pu sortir aussi des gens de ce milieu-là et ça a pu au contraire retourner une façon d'être en tout cas et sortir des gens d'un environnement qui était vraiment pas facile à vivre, qui était vraiment pour le coup aussi violent pour aller vers d'autres choses parce que du coup il y avait un endroit pour expulser ça et encore une fois s'entraîner avec des gens qui ont choisi entre eux de faire ça. Je veux bien juste ajouter des trucs parce que en l'occurrence, là, il y a deux choses. Là, Dema, quand il parle en tant que luchador, et c'est sa vie de tous les jours. Et effectivement, la question, quand elle nous est posée à nous, c'est différent parce que, en gros, nous, on n'a pas d'enjeu à aller catcher avec d'autres catcheurs que ceux qu'on connaît et ceux avec qui on choisit de catcher, de s'entraîner. Du coup, c'est vraiment différent. Et je pense aussi, il y a un truc, c'est que ce film est quand même très dur, mais il est aussi très dur parce que c'est une fin de carrière. Et que c'est une vie qui a été dure, et là c'est la fin, et je crois que la fin aussi elle est dure dans ce cas-là. Et donc on a aussi toute cette image, mais il y a une vraie joie à expulser cette violence dans le public, quoi, et dans le public et pour nous. Et en gros, par rapport à comment ça se passe pour nous en dehors du ring, en fait ce qui se passe c'est sur le ring. Moi en l'occurrence par exemple, je vais beaucoup envoyer les gens au sol. Enfin, je vais plus porter, je vais plus faire la base, quoi. Enfin, ce qu'on appelle faire la base de l'autre. Et en gros, c'est aussi ce que disait Dema, c'est-à-dire que dans ces moments-là, l'idée, c'est en aucun cas de chercher à blesser l'autre. La réalité, c'est que moi, en fait, j'essaye d'être le plus fiable pour la personne, pour qu'elle puisse prendre le plaisir qu'elle peut prendre à faire ce sport, quoi, et à faire ce spectacle. Et en même temps, en fait, la personne, en gros, il y a une règle qui est la personne qui va à terre, et en gros, on est chacun, on est responsable de notre propre corps sur le ring, quoi. Du coup, il y a quelque chose qui est que moi je trouve extrêmement respectueux les uns des autres là-dedans, et donc c'est une façon de prendre soin, c'est une façon de faire attention, parce que de toute façon on a tous décidé d'être là et de se jeter contre les cordes, au tapis, et par contre on sait que voilà, chacun d'entre nous prend ça en charge pour lui, quoi, et après à l'intérieur on fait quand même malgré tout extrêmement attention les uns aux autres, quoi. En tout cas chez nous, quoi. Bonsoir. Il fonctionne là ? Oui. J'aurais voulu savoir si y a quelque chose qui m'a vraiment intrigué dans le film, si c'était propre à Cassandro, cette pulsion de vie et de mort. Il passe de l'un à l'autre de façon vraiment très rapide et associé avec des rituels indiens, plus ou moins chamaniques, j'ai l'impression, et toujours cette frontière entre la vie et la mort, c'est très très présent. Et je sais pas, je me demandais si c'était propre à Cassandro ou c'est quelque chose qui est propre aux lutteurs, quoi. Je sais pas. En la lucha libre tenemos un dicho que dice,
que sabemos cómo vamos a subir al ring, pero no sabemos cómo vamos a bajar. À la lucha libre, il y a un dicton qui dit que on sait comment on rentre sur le ring, mais on ne sait pas comment on va en descendre. Y para nosotros tal vez la muerte está presente siempre, tenemos esa dualidad de tener presentes que todo puede pasar. On a cette dualité, la mort est toujours présente et on a toujours l'idée que qu'elle peut arriver, quoi, que la mort peut arriver. Sí, y es que es parte también de la cultura mexicana que nosotros vemos con otros ojos a la muerte. Oui, ça fait aussi partie de la culture mexicaine, on voit la mort autrement. Y es parte de, tal vez, no lo queremos, pero si es así, mueres haciendo lo que te gusta. Voilà, en même temps, c'est pas ce qu'on souhaite, mais si on doit mourir, on meurt en faisant ce qu'on aime. No lo deseamos, pero si pasa, quedas como un héroe. Si ça arrive, on meurt comme on est, comme un héros. Es como tal vez un militar que muere en guerra. Es tal vez, no lo veo, no hay una comparativa porque el otro sí es muy violento. C'est comme un militaire qui meurt à la guerre, même s'il n'y a pas de comparaison, parce que le militaire peut être très violent. Pero es algo así, o sea, porque sabes a lo que vas. Oui, mais c'est quelque chose comme ça. On sait où on va, on sait ce qu'on fait. On sait... Puedes ir y no sabes si regresas. Puedes ir y no sabes si vas a regresar. Voilà, on peut y aller, mais on ne sait pas si on va revenir. Pero es general de todos los luchadores. Pero moi, j'avais une question, c'est vrai que c'était en lien aussi. Enfin, la historia de Cassandra, bueno, ce que tu nous as dit aussi de toi. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui est aussi du côté quand même des lutteurs, enfin, d'aller justement se confronter à quelque chose de la violence, peut-être du triomphe de survivre à des choses quand même très violentes et à des souffrances physiques aussi quand même, parce que c'est présent dans ce que tu nous as dit, mais dans le film aussi il y a de la souffrance physique. Enfin, est-ce que ça c'est propre aux luchadores? Enfin, c'est pas uniquement, enfin, parce qu'il y a bien sûr, peut-être il y a la culture mexicaine, d'accord. La mort peut arriver, enfin, il y a peut-être un autre rapport à la mort, mais il y a quand même, enfin, dans ce qu'on voit dans le film aussi, quelque chose, autour d'une recherche peut-être particulière liée à des histoires, à des histoires personnelles quand même, peut-être très très compliquées aussi, où la question de la violence et peut-être de la mort et de survivre à certaines choses se transforment ou en tout cas essayent d'être représentées par le catch, quoi, enfin par la lutte. La lucha libre es la representación gráfica de la lucha del bien contra el mal. Por eso hay rudos, por eso hay técnicos. Entonces, la lucha libre busca reflejar la vida diaria, saber que el bien siempre va a buscar ganar sobre el mal, pero que a veces el mal va a ganar, pero después el bien va a tratar de reivindicarse, y así es una lucha constante, pero es una representación gráfica de lo que acontece día a día. No es más allá que nosotros en la lucha libre representar lo que pasa en el mundo, pero de una manera más agradable, porque al final de cuentas en la lucha libre no buscamos llevarles violencia, sino buscamos llevarle alegría, y se refleja en el público. La lucha libre, c'est une représentation graphique du bien contre le mal. C'est toujours de ça dont il s'agit. C'est pour ça qu'il y a des gentils, il y a des méchants. Et toujours, le bien va chercher à lutter contre le mal. Et des fois, le bien va gagner. Et des fois, le mal va gagner. C'est comme ça, c'est la vie. C'est l'histoire de la lucha. Et du coup, c'est toujours ça qu'on va chercher à représenter. Mais nous, on met ça en jeu. On veut chercher à représenter ça. Pas forcément pour ce que ça va amener de malheur ou de souffrance, mais aussi parce que ça va amener de la joie. Et c'est aussi ça qu'on va chercher, nous, en tant que luchador, c'est de chercher la joie qu'il peut y avoir dans ce combat-là. Pues sí, siempre hay un representante del mal y un representante del bien, pero eso siempre va a ser así.
Oui, il y a toujours un représentant du bien et un représentant du mal. C'est toujours comme ça. Ouais. Pero, ça se voit sur la scène. On sait avant qu'il y a le gentil et le méchant. Yes. Ah non, oui. Ouais. Le bar est ouvert, alors si on veut continuer à discuter tranquillou, on est bien. Et merci d'être venu Radio Tilleul. Et du coup, si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous suivre donc sur les réseaux MJC des Tilleuls, Instagram, tout ça quoi. Merci.